Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si je vais vous présenter les solutions. Je pense que pour l'instant, je vais plutôt continuer à vous présenter une partie du problème. Donc ce que je vais vous présenter, ça résume un rapport intermédiaire d'un groupe de travail que l'on a réalisé jusqu'à fin mars, qu'on a publié début mai sur le site du Shift. Donc la présentation, il y a une quinzaine de slides. Je ferai des pauses régulières pour que vous puissiez poser des questions après chaque partie. Peut-être une question à la salle pour ajuster ma présentation. Je faisais allusion à ce rapport qui a été publié. Certains d'entre vous l'ont-ils déjà lu ? Donc ça s'appelle « Pour une sobriété numérique ». D'accord, donc plutôt une partie minoritaire. Donc que ceux qui l'ont déjà lu me pardonnent si je fais des redites par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Mais vous aurez l'occasion, en posant des questions, d'approfondir. Alors, allons-y. Marche. Bien. Donc voilà les différents thèmes que je vais couvrir. Alors, il faut bien dire que comme c'est un rapport intermédiaire, nous avons essentiellement, pour l'instant, travaillé sur les constats, et les pistes de réflexion que je vais vous présenter sont encore préliminaires et elles font l'objet de travaux en cours, donc qui ne sont pas encore conclusifs. Je vais commencer par vous décrire un petit peu le contexte à la fois dans lequel le groupe de travail a commencé les travaux, mais également le contexte dans lequel se pose la relation du numérique à l'environnement. Alors je m'explique. Il y a des discours diamétralement opposés, à la fois, je dirais d'ailleurs, dans les milieux peu informés, comme dans les milieux informés du sujet. Et la première école, c'est de dire que le numérique, c'est foncièrement bon pour l'environnement. Alors, comme le disait Jean-Marc, le numérique, maintenant, on dit que c'est smart, et comme c'est smart, forcément, ça ne peut être que bon pour l'environnement. C'est QFD. Et donc, on trouve un certain nombre d'entités, d'organismes ou d'associations qui pondent des rapports avec, en fait, l'idée sous-jacente que forcément, le numérique, c'est bon pour l'environnement, et que d'ailleurs, compte tenu de la situation qui vient d'être décrite, le numérique, c'est sans doute la vraie solution pour résoudre les problèmes environnementaux. Et d'ailleurs, c'est parfaitement résumé dans la dernière citation donc, de Ramon Fernandez, qui est le numéro 2 d'Orange, qui dit il est prudent en disant qu'il faut considérer le numérique comme une partie de la solution, mais à aucun moment, je dirais, le numérique n'est envisagé par cette partie de l'opinion comme un problème potentiel pour l'environnement. Et puis, alors, vous avez un camp diamétralement opposé qui dit que, en fait, le numérique, finalement, comme toute technologie, c'est d'abord un danger pour l'environnement et que, donc, la seule solution véritablement pérenne, c'est d'apprendre à fonctionner avec le minimum de technologie et donc avec le minimum de numérique. Donc ça, on trouve ça alors à des degrés divers. Par exemple, Philippe Biwix est un fervent partisan des low-tech.
on ne peut pas dire que Cédric Villani soit un fervent partisan des low-tech, mais en tout cas, il a bien pris en compte le fait que il y a un sujet lié à l'expansion des usages du numérique, donc, et des impacts potentiels sur l'environnement. Donc, là, je me borne à vous donner les citations, mais on pourrait exhiber dans l'abondante littérature plus ou moins académique sur le sujet des études qui vont dans un sens et des études qui vont dans l'autre sens. Et en fait, ce qui complique tout, et ce qui est présent en fait dans l'inconscient d'un certain nombre de personnes, c'est que il y a une autre croyance qui existe, c'est que le numérique, c'est la solution pour la croissance et pour le développement. Et que donc, comme on ne peut pas vivre ni sans croissance ni sans développement, on est contraint à considérer que forcément, il y a un intérêt collectif à continuer à consommer le plus de numérique possible. Donc, quelque part, en fait, l'appétence pour la croissance intervient dans le raisonnement que l'on fait sur l'impact positif ou négatif du numérique sur l'environnement. Donc, par rapport à ce contexte, on s'était donné trois objectifs. Donc, il y a à peu près un peu plus d'un an. Et le premier objectif était de clarifier les impacts réels du numérique sur l'environnement. Et tout d'abord, quelle était véritablement la consommation énergétique du numérique. Ça semble assez trivial comme question, mais de façon assez bizarre. Là aussi, quand on consulte la littérature, on trouve des écarts extrêmement importants allant d'une étude à une autre. Et donc, si on trouve ces écarts, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est compliqué de dire s'il y a un problème et a fortiori s'il faut chercher une solution. La conclusion que nous avions prévue était qu'il y avait sans doute plutôt un problème, et donc l'objectif numéro 2, ça a été d'identifier les leviers dont on dispose. Alors c'est chaque individu, c'est chaque entreprise, c'est chaque État. C'est chaque collectivité humaine. Donc, quelles sont les tendances, quels sont les leviers dont elle dispose pour réduire les dérives et réduire le plus possible les impacts négatifs du numérique. Et enfin, le troisième objectif, une fois qu'on a identifié quelle est la situation cible à laquelle on veut arriver, c'est quelles sont les actions à court terme que l'on peut mener pour faire en sorte qu'un maximum d'acteurs commencent à adopter ces façons de faire. Donc nous sommes aujourd'hui un peu au milieu du gué. Donc je dirais qu'on a couvert de la façon dont on comptait le faire l'objectif 1 et une grande partie de l'objectif 2. Il nous reste dans les mois à venir à compléter le travail. Donc ce que je vais vous présenter illustre l'état de nos réflexions actuelles. Alors, j'ai encore un slide sur non pas le contenu, mais la façon dont nous avons procédé. Donc, je faisais allusion à un groupe de travail dont la composition est sur le slide, et donc qui a rassemblé à la fois des universitaires, mais aussi, je dirais, des praticiens du numérique en entreprise, un philosophe également, et donc on a essayé d'avoir une approche un peu multidisciplinaire du sujet. Puisque, comme on le verra un peu plus tard dans la présentation,
ce qui fait qu'on doit se poser des questions sur les conséquences du numérique vient en grande partie des usages qu'on en fait. Et les usages qu'on en fait, ce n'est pas une question technique, c'est une question au choix psychologique, social, sociologique, sociétal, etc. Nous avons dépouillé environ 200 rapports et études, tous en général postérieurs à 2014. Alors pourquoi cette limite? Parce que dans le numérique, la technologie évolue très vite. Et donc les grandeurs significatives évoluent également très vite. Donc lorsque vous lisez dans des articles ou dans des études des choses qui font référence à, par exemple, une étude menée en 2010 ou un ratio établi en 2008, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a toutes les chances pour qu'aujourd'hui on soit non seulement largement différent de ces ratios, mais même à un ordre de grandeur de différence. Enfin, dernier point sur la méthodologie, on a adopté une définition assez large du numérique, puisqu'on y a inclus donc non seulement les réseaux de télécom, non seulement les data centers, mais également beaucoup de catégories de terminaux. Donc ceux qu'on s'attend à trouver, évidemment, les ordinateurs, les portables, les tablettes, mais également on y a intégré ce qu'on a appelé les équipements audiovisuels connectés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute télé devient un objet connecté et donc engendre, de la même façon qu'un téléphone ou un ordinateur, des flux et une activité dans l'écosystème numérique. Et puis on y a même intégré, en tout cas de façon théorique, parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de chiffres, tout ce qui concerne l'IoT. Donc IoT, c'est Internet of Things, en français l'Internet des objets. Et c'est quoi? C'est en gros avoir pour objectif que tout objet devienne communicant et connecté, de façon à ce qu'on n'ait plus rien à faire. Je ne sais pas si c'est une définition qui convient à Jean-Marc, mais... voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce point de la présentation sur les attendus et la façon dont on s'y est pris? Non. Oui. Alors, il n'y a pas eu des foyers d'hostilité au départ. Par contre, il y a eu des foyers d'hostilité quand on a diffusé le rapport. Donc ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que pour réaliser cette étude, on a essayé de la présenter en amont à un certain nombre d'entreprises qui nous ont poliment écoutés, mais qui, pour certaines, ont considéré que c'était sans doute plutôt une mauvaise chose qu'une bonne chose d'attirer l'attention du public sur l'intérêt à utiliser plutôt moins le numérique que plus. Alors, toutes mes excuses pour les scientifiques qui sont parmi vous, mais quelques définitions, parce que je vais employer des termes un peu barbares qui ont tous trait en fait à la façon de quantifier le nombre de données qu'on utilise. Et donc, je vais parler de gigaoctets, de téraoctets, de pétaoctets, d'hexaoctets et même de zétaoctets et de yottaoctets.
Alors, sachant que pour les ordres de grandeur, donc 1 téraoctet, c'est à peu près ce que peut contenir une mémoire humaine. 1 zétaoctet, c'est à peu près l'équivalent, la quantité d'informations représentée par le fait que chaque habitant de la Terre aurait en sa possession à peu près 40 DVD. Alors zétaoctet, vous verrez, je dirais tout à l'heure qu'on est à l'heure du zétaoctet et on va bientôt être à l'heure du yottaoctet, c'est-à-dire 1000 fois plus. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de comparaison qui permettent à l'intuition commune de se repérer. Alors, quelle est la situation ? La situation, et avant d'en venir aux chiffres, sans doute le plus important, c'est que la consommation énergétique du numérique augmente, et elle augmente très vite. Aujourd'hui, on estime qu'elle augmente entre 8 à 9% par an. Alors on va dire bah oui c'est que du single digit, oui, sauf que ça veut dire que en à peu près 8 ans la consommation énergétique double. C'est par an dans le monde, en France Ça, tous les chiffres que je vais donner sont des chiffres dans le monde. D'accord. Et c'est effectivement par an. Donc ça c'est à comparer avec une consommation énergétique finale dans le monde qui augmente d'à peu près 1,5% par an. Et une consommation d'électricité qui augmente d'environ 3% par an. Donc là, on est clairement complètement décalé par rapport au reste en fait, des activités. Et ça a tout simplement pour conséquence que la part relative du numérique dans la consommation d'énergie augmente à grande vitesse, puisqu'elle est passée de 2% en 2013 à un peu plus de 3% aujourd'hui. On est d'accord que là, ça ne prend pas en compte la production des appareils. Si, ça prend en compte la production. Là, c'est bien. Merci de la question. Les chiffres que vous voyez, quand on voit par exemple en 2017 2861 TWh, c'est ce que représente l'énergie consommée en utilisant des appareils numériques, plus l'énergie consommée en produisant les équipements numériques que l'on va mettre en service au cours de la même année. Et merci de la question parce qu'on verra un peu plus loin que cette part de la production est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait supposer. Alors vous voyez, il y a plusieurs couleurs parce qu'on a essayé de faire plusieurs scénarios. Donc ces chiffres-là, bien évidemment, s'appuient sur des données historiques de parc, donc jusqu'en 2017. Sachant que, et il faut toujours être prudent dans les chiffres qu'on présente, aujourd'hui, à peu près nulle part, il n'y a de mesure de la consommation, par exemple, électrique réelle du numérique. Il y a quelques entreprises qui savent combien leur informatique consomme d'électricité. Je dis quelques entreprises parce que la grande majorité d'entre elles ne sait pas. Mais quasiment aucun pays aujourd'hui n'est capable de dire le numérique représente 10%, 20% de ma consommation électrique. Donc tous les chiffres que je vous donne sont basés sur des modèles qui prennent en compte des données réelles, mais qui sont essentiellement des données de parc et de trafic, et ensuite des ratios qui sont là aussi des ratios moyens d'efficacité énergétique. Mais
ce qu'on peut dire, c'est en croisant cette étude avec d'autres études faites sur d'autres modèles, on arrive toujours sur ce chiffre de 8 à 9% d'augmentation par an. Donc, une autre façon de se représenter la chose, c'est cette fois-ci de rapporter donc, cette consommation énergétique du numérique à la consommation électrique totale. Et là, on voit qu'on était aux alentours de 10% en 2013. Donc, le numérique représente à peu près 10% de la consommation électrique totale. Et aujourd'hui, on est autour de 16% en 2017. En 2020, donc, on sera à 16% en 2020. Aujourd'hui, on est aux alentours de 14%. Vous voyez plusieurs courbes sur ce schéma. Alors pourquoi ? Parce que nous avons en fait mis à jour une étude qui avait été faite par 2 universitaires en 2015 et qui avait identifié 3 scénarios possibles. Un scénario vertueux en bleu, où tout se passe pour le mieux et où finalement la proportion du numérique dans la consommation électrique reste constante. Un scénario plutôt catastrophe où on voit que ça diverge complètement à partir en gros de 2020-2025, et puis un scénario dit expected, donc réaliste, où la consommation du numérique était censée augmenter de 4% par an, donc à partir de 2015. Donc le scénario catastrophe était calé plutôt sur 10%. Vous voyez qu'ici, à 8,5%, on est entre les deux et on est plutôt un peu plus près de la courbe verte que de la courbe rouge. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir ensuite le même phénomène de divergence, mais il y a une étude qui vient de sortir là, il y a 2 mois, qui a été faite au Canada, qui elle dit en gros en 2025, donc à peu près 5 ans plus loin que l'horizon de temps qu'on avait regardé, on va être entre 20 et 25% en termes de ratio. Donc vous voyez que si on poursuit la courbe, on voit qu'on continue au moins au même taux de croissance et même on est plutôt en train d'accélérer. Y a-t-il des questions sur ces chiffres ? Oui. Ça, c'est de la consommation énergétique. Donc, énergétique ou électrique déjà ? Et là-dedans, quelle est la part de la fabrication à nouveau ? Alors, c'est bien, donc c'est un peu artificiel comme ratio. C'est la consommation énergétique totale du numérique rapportée à la consommation électrique totale dans le monde. Donc, c'est un ratio un peu artificiel, mais qui a un intérêt, c'est que la plupart des gens, quand on parle numérique, on se dit, quand on parle de consommation énergétique, on pense à l'usage. D'accord ? L'usage, c'est de l'électricité. D'accord. Donc il y a une part de communication, effectivement, de biais de communication dans l'affichage de ce ratio. Mais c'est vrai aussi que dire on passe à 15%, voire à 20% de la consommation électrique, quelque part, ça frappe plus l'esprit des décideurs que de dire on passe de 2 à 3% de la consommation énergétique mondiale. Réponse à la deuxième partie de la question, elle est là. Donc, ce qu'on voit, donc, c'est en tout confondu, donc l'ensemble des composants numériques, la production représente 50% de la consommation d'énergie. Donc c'est énorme et évidemment ce ratio est différent selon que l'on considère ce qui se passe avec les terminaux, ce qui se passe avec les réseaux, ce qui se passe avec les data centers. En fait, si on regardait ce qu'il y a à l'intérieur de ces 50%,
on verrait que 90% de ces 50%, c'est la production des terminaux. Donc les smartphones, les télés, les ordinateurs. D'accord ? Ce qui veut donc dire, comme on voit que sur l'utilisation, les terminaux représentent le tiers en fait de la partie utilisation, ils représentent le tiers de la partie utilisation, mais 90% de la partie production. Et donc on voit que en fait la part de consommation énergétique liée aux terminaux, elle est très importante. Elle est de l'ordre des 2 tiers en fait de l'enjeu. Deuxième chose à dire sur ce schéma, vous voyez que les data centers, c'est important parce que c'est 1/6 de l'ensemble, mais ça n'est qu'un 6e. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'articles parce que c'est spectaculaire, il y a des photos de data centers, il y a des racks dans tous les sens, mais quand on regarde les data centers, on ne regarde qu'un 6e du problème. Et dans une grande mesure, ce qui se passe dans les data centers est une conséquence des usages. Et les usages, c'est quoi ? C'est à quoi on utilise d'abord un terminal. Donc plus on avance, et en fait plus on voit que la problématique qui existe, elle est essentiellement liée à la façon dont nous consommons des équipements terminaux et de la façon dont nous les utilisons. Donc c'est pour ça donc, que le premier slide explicatif des tendances, c'est le fait que le parc de terminaux donc, augmente encore plus vite que la consommation. Donc 11% de croissance pour les smartphones. Là, on est à peu près à 7-8% pour les téléconnectés. Et on est à peu près en stabilité sur les PC. Alors dans les PC, je mets les portables, les PC fixes, les tablettes, parce qu'il y a des effets de substitution. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si on regarde uniquement ces 3 catégories d'équipements, on voit que il y a de l'accès en fait à la télé dans un certain nombre de pays qui jusque-là l'avaient peu. Et puis, on a surtout le fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de régions du monde, l'ordinateur personnel, en fait, c'est le smartphone. Donc c'est ce qui explique que le parc d'ordinateurs défini, comme on l'a défini jusqu'à maintenant, reste stable. Donc il y a quand même des chiffres qui donnent le tournis. On va être à peu près entre 5 et 6 milliards de smartphones dans le monde en 2020. Et tous les ans, c'est pas sur le slide, mais aujourd'hui tous les ans, on en achète à peu près 1,7 milliard. Donc, si on regarde maintenant les 2 autres constituants donc de l'écosystème numérique, que ce soit donc les réseaux ou les data centers, en fait, ce qui va dimensionner d'abord la consommation énergétique, ça va être le volume de données que les réseaux ou les data centers doivent traiter. Donc si on regarde les réseaux, on voit que là, on a une croissance absolument faramineuse qui est de l'ordre de la croissance du trafic est de l'ordre de 27% par an. C'est une moyenne mondiale, sachant que dans certains pays, notamment la France, c'est beaucoup plus. En France, sur le réseau mobile d'Orange, la croissance de trafic est de 100% par an. Et donc, bien évidemment, même si ces réseaux ont des équipements qui, chaque année,
augmentent leur efficacité énergétique, eh bien, les gains qu'on peut réaliser en remplaçant ces équipements ne sont pas suffisants pour compenser l'augmentation du trafic. Et à quoi est-elle due cette augmentation du trafic? Alors là, vous voyez sans voir, mais c'est un découpage en fait des différentes catégories de flux qui circulent sur les réseaux. Et en fait, à peu près 85% de ce qui circule sur les réseaux aujourd'hui, ce sont des vidéos. Et évidemment, c'est rarement des vidéos professionnelles, c'est plutôt des vidéos qu'on trouve sur YouTube, Facebook, etc. En gros, c'est les vidéos de petits chats qui jouent au ballon. Et donc, c'est ce type de trafic qui, aujourd'hui, augmente de façon exponentielle et qui entraîne donc cette augmentation de la consommation énergétique des réseaux. Dans les data centers, c'est pareil, sauf que là, la croissance du trafic est encore plus forte, puisqu'elle est supérieure à 30% par an. Donc là, on va retrouver évidemment dans les flux de données les mêmes caractéristiques, mais je vous ai mis également dans le schéma qui est là un peu en haut les différentes catégories de données stockées cette fois-ci dans les data centers, sachant que l'augmentation du volume de données stockées est du même ordre de grandeur que le trafic, donc également plus 30% par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation de ces besoins de stockage est telle qu'aujourd'hui, à un horizon de 3 ans, on n'est pas du tout sûr de savoir produire industriellement suffisamment d'équipements de stockage pour héberger l'ensemble des données qu'il faudra héberger. Alors, avant que je passe aux métaux, est-ce qu'il y a des questions sur ces chiffres de consommation? Oui. Pardon, dans ce que vous avez pu voir ou lire, est-ce que vous avez vu les tendances qui allaient venir avec les objets connectés et tout ce qui était... parce que ça, je comprends que les terminaux, tous les objets connectés ne font pas partie des terminaux pour vous, mais qu'est-ce qui va se passer avec les objets connectés? Si, alors les objets connectés font... Enfin, en tout cas, les capteurs... Parce que dans les objets connectés, il y a deux choses. Il y a l'objet et puis ce qui permet de connecter l'objet à Internet. Donc en gros, ce qui permet de connecter l'objet à Internet, c'est un capteur qui va permettre de faire l'interface entre la fonctionnalité de l'objet et puis les données qu'il va falloir injecter dans le réseau. Et puis à côté du capteur, quelque part un transmetteur pour transmettre cette information. Et éventuellement entre les deux, un processeur pour gérer un petit peu ces données. Donc cette partie-là, je dirais, module de connectivité, module communicant donc de l'objet, il fait bien partie pour nous du périmètre. Simplement aujourd'hui, en termes d'impact sur la consommation en usage, il est encore faible parce qu'il n'y a pas, on n'a que, j'allais dire, quelques milliards d'éléments de ce type-là, et la consommation unitaire est négligeable par rapport à celle d'un ordinateur, par exemple. Et deuxièmement, on n'arrive pas aujourd'hui à avoir de données fiables sur l'énergie embarquée pour fabriquer ces capteurs. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on continue à travailler. Alors là, j'ai pas de slide sur le sujet, mais en gros, ce qui fait consensus, aujourd'hui, on a à peu près quelques milliards d'objets connectés, donc qui ne sont pas des smartphones, des ordinateurs, des télés, etc. On va probablement être à 10 fois plus d'ici 3 à 4 ans. Donc bien évidemment, ça veut dire qu'on va produire en gros
50 milliards de ces modules. Et même si chacun de ces modules est très petit, il faut toujours beaucoup d'énergie pour extraire les métaux qui vont servir à le construire. Il faut beaucoup d'énergie pour l'assembler. Étant donné la volumétrie, on peut s'attendre à ce que l'impact soit fort. Ça fait partie en fait des incertitudes. Si je reviens un peu en arrière, voilà, ici, une des raisons pour lesquelles jusqu'à présent on s'est arrêté à 2020, c'est parce que à partir de 2019-2020, l'effet IoT n'est plus négligeable. Et selon la réponse qu'on va avoir sur quelle est l'énergie embarquée dans ces capteurs, on va se trouver plutôt par là ou plutôt par là. Alors, là, je n'ai qu'une planche là-dessus, mais je peux répondre à vos questions. Non seulement on a un enjeu environnemental en termes de consommation d'énergie lié au numérique, mais on a aussi un autre élément qui est au moins aussi préoccupant, en tout cas à court terme, c'est le fait que la production de ces équipements numériques repose sur l'utilisation massive de métaux dits rares. Alors pourquoi est-ce que c'est préoccupant ? À double titre. D'une part parce que comme ils sont rares, plus on en consomme, plus on risque d'aboutir à une impasse rapidement. J'ai encore 15 minutes. Et puis, pourquoi c'est préoccupant ? Parce que pour extraire ces métaux rares, il faut non seulement une dépense énergétique importante, mais il faut détruire complètement un certain nombre de terrains. Et ça engendre une pollution des sols épouvantable. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire le livre de Guillaume Pitron qui s'appelle « La guerre des métaux rares », où il décrit la situation de ces mines en Chine, qui est juste épouvantable. Et alors pourquoi en Chine ? Et ça c'est le troisième sujet qui est préoccupant, c'est que si on regarde une sous-catégorie de ces métaux rares qui sont les terres rares, 95% de la production de ces terres rares vient de Chine. Donc vous voyez qu'il y a aussi un risque de dépendance à la fois économique et géopolitique qui n'est pas mince et qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que nous avançons dans la transition numérique de nos sociétés. Donc ça, c'est un sujet qui est en partie environnemental et en partie politique, mais qui est éminemment important. Oui. Ah. C'est de la ressource en terre rare ou c'est de la production en terre rare ? Non, c'est la production parce que alors le problème des ressources minérales, c'est tout un sujet. La seule chose sûre dont on peut parler, c'est où se trouve la production à un instant T et comment elle se répartit. Donc, par exemple, les terres rares, 95% de cette production vient de Chine. Les métaux rares, environ les 2/3 de la production est contrôlée par la Chine, soit extraite en Chine, soit extraite dans des pays qui sont en fait sous contrôle chinois. Après, le problème des réserves, il prête à beaucoup de polémiques. Alors oui, il y a toujours des réserves supplémentaires, simplement elles sont plus ou moins facilement accessibles. Et puis surtout, il faut pouvoir s'en servir. Or, pour créer une mine de rien, il faut entre 10 et 15 ans. D'accord ? Donc vous voyez qu'au rythme d'augmentation
de l'usage du numérique, même si aujourd'hui on se disait on va restaurer notre autonomie en termes de production de métaux rares, eh bien on n'atteindrait cet objectif que dans 10 ans. Donc probablement trop tard. Oui, justement, je voulais vous demander, compte tenu du caractère exponentiel que vous montrez, on peut se poser quand même la question de la ressource en time, lag ou LED, enfin en décalage temporel, mais aussi de la ressource. Donc je sais que c'est un sujet polémique. Il y a eu à la conférence dont parlait Jean-Marc au début aux Ouches plusieurs talks sur ce sujet. Moi, je ne connaissais pas bien ce sujet. J'ai quand même été assez ébranlé. Vous ne regardez pas cet aspect-là parce que le numérique sans ressources, vu que c'est exponentiel, à quelques années, ça peut poser des problèmes. Oui, tout à fait. Hein. C'est un peu le premier risque que je signalais. Donc, puisque pour faire du numérique aujourd'hui, on a besoin de ces métaux rares, et comme on est en train probablement d'épuiser plus que de raison les réserves accessibles, on risque de se trouver dans une impasse. Tout simplement, on ne saura plus produire suffisamment d'équipements quand on en aura besoin. Donc après, il y a toujours ces possibilités d'aller chercher de la ressource supplémentaire en ouvrant de nouvelles mines, mais il faut 10 ans, entre 10 et 15. Et puis, comme on l'a vu aux Ouches, il y a peut-être éventuellement des alternatives aux métaux qu'on utilise aujourd'hui pour assurer un certain nombre de fonctionnalités dans les équipements numériques. Soit utiliser d'autres métaux, soit utiliser d'autres technologies ne reposant pas sur des métaux. Mais enfin là, on est encore on n'est pas du tout au stade industriel. Donc là aussi, s'il y avait une solution, ce ne serait pas avant 10 à 15 ans. Donc oui, on a un sujet qui va se présenter dans les années à venir en termes de disponibilité de ces ressources, ne serait-ce que parce que les besoins, je dirais, de la Chine pour sa consommation propre sont en train d'augmenter, et que si jamais elle se trouve confrontée à une raréfaction, à une limite des ressources, elle risque de donner la priorité à ses besoins plutôt qu'aux autres. J'avance parce que sinon je vais déraper. Donc ça, c'est une première façon de regarder les choses. Donc une deuxième façon de regarder les choses, c'est cette fois-ci non pas à un niveau macro, mais de regarder à un niveau micro, de regarder donc type d'équipement ou type de composant par type de composant, quel est l'impact unitaire. Et donc ça, c'est l'objet de ce qu'on a appelé, avec d'un terme un peu pompeux, mais qui a le mérite d'être clair, le référentiel environnemental du numérique, qui est quoi? Qu'en gros, une mini base de données où pour chaque finalement type d'équipement numérique, on essaye de décrire son empreinte environnementale unitaire en termes de dépenses énergétiques, de consommation d'eau, de consommation d'un certain nombre de métaux rares. Donc là, vous voyez une partie de ce référentiel où on a comparé donc l'empreinte environnementale donc directe donc d'un ordinateur, d'un smartphone et d'une télé, et où on met en évidence notamment le fait que pour produire un smartphone, on émet à peu près 60 kg d'équivalent CO2. Donc 60 kg d'équivalent CO2 rapporté à un smartphone qui en gros pèse 100 grammes. Et donc, j'ai commencé par un exemple, mais ce référentiel environnemental du numérique, il couvre bien à la fois donc, la phase de production et puis, comme on le verra dans le slide suivant, la phase d'utilisation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la phase de production, elle est très importante pour les équipements. Et en gros, plus l'équipement est petit, et plus elle va être prédominante.
C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde une télé, elle va probablement... la production va représenter en gros 50% de l'enjeu par rapport à l'utilisation. Un ordinateur, la production représente peut-être 65%. Un smartphone, la production représente 90% de l'enjeu. C'est-à-dire, dit autrement, dès que vous avez acheté un smartphone, vous avez quelque part dépensé 90% du budget carbone qui est lié à l'existence de ce smartphone. Donc avant de l'utiliser, vous avez déjà dépensé 90% de votre empreinte carbone. Oui. Ça, c'est en moyenne mondiale. Donc avec le mix électrique. Non, ça c'est indépendant de... Oui, alors, c'est en moyenne mondiale, c'est-à-dire que c'est encore pire en France. C'est-à-dire qu'en France, avec un mix électrique qui est très décarboné, là, le rapport, il est plus de 90%, il est quasiment de 98%. Donc, en fait, il n'y a que 2% que vous utilisiez votre téléphone ou pas, finalement, ça n'a aucun effet sur l'impact carbone. Ce qui compte, c'est si vous décidez de l'acheter, c'est-à-dire concrètement, si vous décidez de changer votre smartphone existant pour un autre. C'est ça qui est important. Mais quand on voit des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, est-ce que ce sont essentiellement des dépenses énergétiques, auquel cas on peut imaginer justement que l'énergie soit décarbonée, ou en fait ce sont des émissions de gaz style des chlorofluorés ou des trucs comme ça, qui du coup sont assez peu dépendants de la production énergétique, électrique? Non, c'est lié essentiellement à l'extraction et puis ensuite à l'assemblage. Donc l'extraction, pour l'instant, l'énergie, c'est rarement de l'énergie électrique. Et l'assemblage, malheureusement, c'est fait dans un certain nombre de géographies où le mix électrique, il n'est pas tellement décarboné. Moi, j'ai une demande de précision. Hugues, en général, ce genre de chiffres, c'est très dépendant de la taille de l'objet et en particulier de la diagonale d'écran. Oui. Et je pense que ça vaudrait le coup de mettre la diagonale d'écran prise en référence pour les trois éléments là qui, en gros, c'est quoi la moyenne qui a été prise? Oui. Alors, ça c'est un smartphone en gros de haut de moyenne gamme. Donc c'est pas un iPhone 10, mais mettons c'est un iPhone 8. Ça c'est une télé, je crois qu'on a dû prendre 50 pouces de diagonale. En gros ça correspond à ce qui se vend le plus. Mais merci de la question, parce que par exemple pour les télés, qu'est-ce qu'on voit tous les ans, c'est que la taille moyenne de l'écran augmente. C'est-à-dire qu'avant, en gros, si on avait un écran d'1 mètre de diagonale, on était le roi du monde. Aujourd'hui, à moins d'1,40 m, c'est vraiment petit bras. Et on commence à parler d'écrans de 2 mètres de diagonale. Et en plus, et ce qui justifie en partie cette inflation de taille de l'écran, qui est énormément consommatrice, notamment d'indium, comme on le voit ici, et c'est proportionnel au carré en fait de la diagonale. Eh bien, ce qui alimente cette inflation, c'est le passage de format simple définition à haute définition, puis ultra haute définition, soit 4K, puis maintenant 8K, et puis on commence à parler de l'arrivée du téléviseur 16K. Et donc à chaque fois, en fait, on va augmenter la dépense énergétique liée à la taille de l'appareil, et on va augmenter la dépense énergétique liée au fait que les flux qui vont être gérés par l'appareil vont énormément augmenter du fait de l'augmentation de la définition. Donc on a un double effet qui se coule. Et l'autre effet qui se coule, c'est que j'ai plus que 5 minutes. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, monsieur. Et déjà, il y a une voix un peu particulière, donc n'hésitez pas à me faire répéter si vous avez du mal à me comprendre. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, à la part des vidéos sur Internet, le streaming, tout ça représente plus de 50%
par rapport à l'évolution de nos usages, on peut dire de combien de pourcents plus élevé en termes d'impact carbone, on a une différence avec la diffusion collective sur la télévision à heure fixe d'un programme par rapport à la diffusion en streaming sur YouTube, Netflix, ce que vous voulez. Oui, mais en tout cas, donc une partie de la question, c'est quelle est la comparaison qu'on peut faire en termes d'impact carbone entre les différents usages vidéo, parce que selon qu'on regarde une télé, qu'on avait l'habitude de la regarder, on a une chaîne qui diffuse la même chose à des millions de personnes, ou bien si on regarde une vidéo en streaming pour soi tout seul à partir de son smartphone, par exemple. Ben, évidemment, ça fait partie des choses qui aggravent en fait la croissance du trafic et l'inflation de données à stocker dans les data centers, puisque quand vous regardez un film en streaming, admettons qu'il y a 10 personnes qui regardent 10 films en streaming en même temps, mais évidemment c'est pas le même film. Ben, en fait, à un endroit donné sur le réseau de l'opérateur, il va falloir véhiculer 10 flux différents à peu près de la même taille. Si ces 10 personnes regardaient la télé, le même programme en même temps, eh bien l'opérateur n'aurait à véhiculer qu'une seule fois ce flux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, en France, le trafic augmente de 100% par an. C'est notamment lié à l'essor du streaming. Donc là aussi, on voit que c'est une évolution des usages qui, en fait, génère essentiellement ces conséquences en termes de consommation énergétique. Désolé, je vais accélérer un peu, sinon je vais me faire attraper. Il y a une chose quand même, ce slide est très important et moi ça fait partie des choses qui me terrifie le plus. Ce qu'on voit, alors, ce que disent les constructeurs, c'est mais à chaque génération de smartphone est plus efficace. C'est-à-dire que finalement, avec la même quantité d'énergie, elle va pouvoir traiter beaucoup plus d'informations. Alors, oui, sauf que on a un magnifique effet rebond là-dessus. Et donc, vous avez tous fait l'expérience du fait que lorsque vous changez de smartphone, ben, en gros, vous êtes toujours obligé de le recharger à peu près à la même fréquence. Parce que comme il y a plus de fonctionnalités dessus et il y a plus de données, mais en fait, globalement, il consomme plus. Et même si la batterie est plus importante, il faut le recharger toujours autant. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qui est montrée par ce slide, c'est si on regarde l'énergie embarquée pour la fabrication, alors par exemple des iPhones, eh bien, on voit qu'à chaque génération d'iPhone, cette énergie embarquée augmente. Donc là, vous êtes à peu près à 80 kilos pour la génération 6. Si on regardait l'iPhone 10, il est aux alentours de 95. Alors, on peut espérer que, comme pour les iPads, ça se calme un peu. Mais en gros, quand même, entre la première génération d'iPhone et l'iPhone 10, on a un rapport de 1 à 5. Bon, là, je passe. Et donc là, vous avez la même approche donc, en phase d'utilisation pour les différents équipements, sachant que là, on a bien différencié un certain nombre de régions, puisque bien évidemment, pour la même consommation électrique, on n'a pas les mêmes conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre, que l'on soit en Europe, en Chine, aux États-Unis. Et on a même rajouté la France. Et on voit bien là aussi que finalement, c'est pas très grave d'utiliser un téléviseur haute définition en France avec une électricité très décarbonée. Ça l'est beaucoup plus en Chine, où finalement, à chaque fois qu'on regarde une émission de télé, on va brûler je ne sais pas combien de kilos de charbon. Ça serait un ratio intéressant
étudié d'ailleurs. Oui, ça c'est juste pour dire que les chiffres de progression de parc que je vous ai montrés, c'était des chiffres moyens, hein, vous vous souvenez, 11% de croissance pour les smartphones. Bon, manque de chance, si on regarde toujours les smartphones, donc c'est le bleu, on est à 5% en Europe, mais on est à quasiment 20% dans un certain nombre de pays où le mix électrique est plutôt carboné que décarboné. Et donc, une partie importante de la croissance aujourd'hui se fait dans des régions où la même dépense énergétique a un impact carbone plus important que ce qu'il avait jusqu'ici. Et on n'a pas forcément pris en compte pour l'instant dans nos chiffres cet effet-là. Voilà, et en 2 minutes, donc quels sont les sujets sur lesquels on réfléchit aujourd'hui? La première chose, et qui va sans doute être le plus compliqué à réaliser, c'est d'arriver à se convaincre que finalement, pour le numérique, c'est comme pour le reste, c'est très bien d'en consommer raisonnablement, mais quand on consomme trop, c'est néfaste. Donc, un principe de sobriété numérique, en fait, qui est le seul qui va permettre d'éviter de tomber dans ces scénarios divergents. Et donc, quelque part, moi, c'est ce que j'appelle reprendre le contrôle de nos usages numériques et se poser les questions, finalement, de... est-ce que je ne peux pas faire autrement, ou est-ce que ça vaut vraiment la peine que je regarde le film qui est sur mon smartphone quand je passe sur un passage piéton? Donc le deuxième point, c'est assez lié à ça, mais le référentiel environnemental doit servir donc à cette prise de conscience, parce que quand j'ai dit tout à l'heure, en France, 98% du carbone émis par un smartphone, c'est au moment où vous l'achetez. Je pense que très peu de gens aujourd'hui en ont conscience. Il va falloir créer des changements de comportement également chez les acteurs, on va dire, rationnels, donc au premier rang desquels les acteurs publics, donc faire en sorte que les organismes publics intègrent dans leur cahier des charges et dans leurs projets, lorsqu'ils ont des projets d'équipement numérique, cette préoccupation environnementale. C'est pas le cas aujourd'hui. Et puis la même chose pour les entreprises, sachant que pour les entreprises, ce qui complique la donne, comme je vous l'ai dit au départ, c'est qu'aujourd'hui, toutes les directions générales sont convaincues que la croissance, ce sera par le numérique. Donc, il faut arriver à injecter dans les processus de décision, en fait, cette préoccupation d'optimisation énergétique dans ces choix numériques. Alors, c'est tout à fait possible, hein, mais ça exige que l'on s'inscrive dans ces mécanismes de décision. Dit autrement, pour ces acteurs-là, l'approche low-tech ne va pas fonctionner. Il faut arriver à trouver, comme le disait Jean-Marc, une façon de leur démontrer que finalement, intégrer cette composante énergétique du numérique, c'est faire le bon choix pour eux, à la fois à moyen terme et à long terme. Avant-dernière considération, il y a un argument que personne n'a soulevé ici, mais qui est de dire oui, mais c'est bien joli de dire que le numérique consomme beaucoup, mais comme il permet par ailleurs de réduire beaucoup plus la consommation de notre secteur, c'est pas très grave. Bon, ça, pour aujourd'hui, c'est plutôt une croyance qu'une preuve, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est étudier un exemple d'intégration du numérique dans une initiative de transition énergétique. Alors, ça peut être dans un secteur très énergivore. Ça peut être l'énergie, ça peut être les transports, ça peut être l'habitat. Et la réponse n'est sans doute pas systématiquement
oui, ça procure un gain ou non, ça ne procure pas de gain. La réponse est probablement, sous certaines conditions, on a des chances plutôt d'arriver à certains résultats. Ce qui est important, c'est d'identifier ces conditions. Et puis, dernier point, sur ce problème du numérique, et on l'a vu à la fois pour ce qui est protection des données ou ce qui est de la fiscalité, la seule approche efficace possible sera au moins à l'échelle européenne. Et donc, ce rapport, on est en train de le partager avec d'autres acteurs de façon à pouvoir le partager au sein des instances européennes. Voilà, et puis ça, c'est la liste des travaux concrets donc, sur lesquels on travaille et donc qui devraient être tous, peut-être pas le dernier, mais la plupart d'entre eux devraient être finalisés donc, à la rentrée. Il doit rester encore 1 minute pour une question. Non, j'ai désespéré tout le monde. Est-ce que vous avez étudié l'impact de la fin de vie, la recyclabilité de tous ces appareils et l'impact énergétique que ça peut avoir ? Alors non, on a choisi de ne pas l'étudier. Alors pas parce que ça n'est pas un problème, mais parce que là, c'est encore plus difficile d'avoir des chiffres. Donc on a ça dans un coin de notre esprit, peut-être pour une phase 2 du projet. C'est un problème très, très important. Aujourd'hui, en France, on doit avoir à peu près, si on prend l'ensemble des équipements numériques à la fois professionnels et grand public, on doit avoir à peu près 50% de prise en charge, je dirais, par un circuit qui permet soit de rénover, soit de recycler, soit de le stocker proprement pour éviter des pollutions des sols. Mais ça, c'est la France. Si on regarde le ratio dans le monde, on est plus aux alentours de 10%. Et ce qui se passe en général, c'est que les équipements numériques dont on ne se sert plus, ils aboutissent quelque part en Afrique, dans une décharge non contrôlée, où les métaux rares qu'ils contiennent vont consciencieusement polluer les sols environnants. Donc oui, c'est un vrai sujet, et pas seulement énergétique, hein, il y a d'autres impacts environnementaux très importants. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup.